Micheline Calmiré, bonjour. Bonjour. 8 ans de conseil fédéral, vos souvenirs, 9 ans au total, parfois vos confidences, vous publiez vos mémoires, la Suisse que je souhaite. Comment allez-vous d'abord? Je vais bien, merci beaucoup. Oui, c'est un soulagement d'avoir terminé le livre et d'être aujourd'hui ici. Comment il faut vous imaginer la plume à la main à l'ordinateur, écrire ses mémoires, c'est pas indifférent, comment c'était? J'ai pas vraiment écrit mes mémoires. J'ai surtout tenté de répondre à un certain nombre de questions. Parce que pendant cette période au Conseil fédéral, j'ai tenté une politique de neutralité active, une politique volontaire, et il y a eu des obstacles. Telle politique a parfois été très critiquée, et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et ce livre se veut une analyse des causes structurelles, conjoncturelles. Pourquoi tant de réticence face au monde? Alors vous racontez ça, vous racontez des choses plus personnelles, tous les chapitres y sont, hein, le Kosovo, l'affaire libyenne, l'Union européenne, le secret bancaire, des choses aussi plus légères entre guillemets, votre habillement, votre coiffure, vos souliers, tout ça, tout a compté. Le dossier de presse Micheline Calmiré, il est comme ça, non? Oui, oui. Quitter le pouvoir, c'est dur? Non, parce que je l'ai voulu. J'ai quitté après 9 ans en me disant que je voulais avoir une chance de d'avoir encore une possibilité d'une autre carrière. Et pardon, est-ce qu'on le veut vraiment quand Levra ou d'autres vous dit, si vous avez dit continue, vous auriez continué? Je crois que personne ne m'a demandé de partir. Oui. Au contraire, il m'a dit si tu veux continuer, tu continues. Mais j'avais décidé de partir parce que je voulais me donner la chance d'avoir une carrière, une chance de carrière différente. Par rapport à la vie d'avant, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Il manque rien, c'est différent. J'étais avant dans l'action, j'étais toujours au front. Là, maintenant, je suis à l'université, je suis en contact avec des étudiants, je donne des cours et je suis dans un monde de réflexion. Je rencontre des gens différents. Vous dites l'action, hein, quand même, le frisson d'être un jour à Washington, le lendemain à Berne, le surlendemain à Moscou, d'être poussé comme ça dans tous les sens, c'est jubilatoire, non? Non, c'est pas jubilatoire. Vous finissez par plus savoir où vous êtes. Ouais. Vous avez été épuisé parfois? Non, j'étais parfois fatiguée, oui, parce que c'est fatigant, mais j'ai eu la chance d'avoir une bonne santé et de supporter le décalage horaire facilement. Mais vous savez, ces voyages, vous voyez toujours des ministères. En fait, ce que j'ai fait, c'est un peu la liste des endroits où je retournerai, peut-être, en vacances. L'emploi du temps, vous en parlez dès le début au Conseil fédéral, ça devient une question, hein, parce que vous n'aimez pas trop qu'on s'occupe trop de votre emploi du temps. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans une fonction comme celle-là, on vous prend en charge. On vous laisse pas porter votre sac, on vous prend vos rendez-vous. Ça, c'était une grande affaire. Le sac, les psychanalystes s'en sont mêlés. Hein. Vous teniez à votre sac, vous vouliez pas lâcher votre sac. C'est pas indifférent. Ça voulait dire, vous vouliez la maîtrise, hein. Même les petites choses. Je voulais contrôler mon emploi du temps, c'est-à-dire je voulais avoir la possibilité de réfléchir avant un entretien, de pouvoir réfléchir au discours que j'allais faire. Et on vous met des rendez-vous en suivant. Donc l'agenda, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. D'ailleurs, j'étais pas la seule. J'ai rencontré le président Becky qui m'a dit que sa première bataille, ça avait été celle de l'agenda. Est-ce que c'est chez vous un manque de confiance, ou en tout cas une volonté vraiment de vouloir contrôler? Beaucoup de ministres, ils attendent qu'on leur amène leur discours, hein. Vous vouliez avoir votre discours bien dans le sac, prêt. Il y a un côté chez vous maîtrise, hein. Pas seulement maîtrise, mais aussi un côté engagé. C'est-à-dire que ce que je dis, ça vient de moi. Beaucoup de discours sont préparés, mais il y a toujours un apport personnel, il y a toujours la volonté de dire ça de cette façon et pas d'une autre. Et c'est aussi effectivement une question de maîtrise, de ne pas se retrouver devant un podium sans discours du tout. Ça, c'était une hantise pour vous, hein. Il y a une scène notamment, je crois, où vous saignez. Elle est extraordinaire, cette scène. Oui, j'ai posé mon sac avant de faire un discours et je l'ai posé sous une boîte à lettres de la Poste. Et cette boîte à lettres avait des arêtes très, très, très pointues et je me suis tapé la tête. Et au moment où je commençais à parler, je sentais le sang couler, quelque chose de chaud qui vous tombe sur la veste. Vous étiez en blanc, hein? J'avais une veste blanche sur la veste, d'ailleurs. Là, j'ai eu un peu peur quand même. Je me suis dit, oula, là, ça commence à devenir... Mais vous avez continué, J'ai évidemment. fini mon discours, oui, j'ai fini mon discours. Ça, c'est votre côté femme, valaisanne, solide, volontariste. volontariste. Oui. Vous êtes allé jusqu'au bout. J'étais là pour tenir un discours. Je n'étais pas là pour me dire, ah tiens, quelle horreur, il m'arrive quelque chose. La part du hasard dans votre récit, c'est très frappant, hein. La part du hasard, mais aussi la manière d'attraper la chance quand elle se présente. Dès le début, par exemple, la bise de Kofi Annan, vous n'êtes pas encore conseiller fédéral, vous êtes à New York en délégation, et puis tous les parlementaires fédéraux qui sont là vous voient proche de Kofi Annan et ça les frappe, ça a compté.
C'est difficile pour moi de dire, mais je pense que oui, parce que j'étais une personne totalement inconnue du Palais fédéral. J'étais à Genève, dans le gouvernement genevois, et j'étais là comme représentante du gouvernement genevois pour l'entrée de la Suisse aux Nations Unies. Kofi Annan va vers vous, il vous embrasse. Hein, j'étais la Micheline, dernière de la ouais. file. J'étais la dernière de la file après tous les parlementaires fédéraux. Il arrive à moi, il m'embrasse sur les joues. Et les gens se sont dit, mais enfin, c'est qui celle-là qui embrasse Kofi Annan? Donc là, j'ai commencé peut-être à prendre une certaine stature. Ça, c'est votre force, Micheline Calmiret. Vous faites semblant que ça arrive un peu par hasard. Tout ça n'est pas par hasard, c'est beaucoup de travail, beaucoup de contacts. Parfois des hasards que vous arrivez à transformer en chance. L'affaire de vos chaussures en Corée, vous la racontez en détail. Hein. Vous tombez d'abord dans le palais fédéral, vous vous blessez assez gravement, c'est ça? Je me suis cassé le genou. Ouais. Et le médecin m'a dit, vous ne pouvez pas partir. Je vais vous opérer. J'ai dit, ah non, je dois aller faire un voyage en Corée et en Chine. Donc, je vais partir. Et il m'a mis une attelle, mais je ne pouvais pas marcher avec des talons. Et moi, j'ai l'habitude de porter des talons hauts. Par conséquent, j'étais avec la vice-chancelière faire les magasins le soir, après la fermeture, parce qu'on partait le lendemain ou le surlendemain. Et là, vous tombez sur la seule paire de chaussures qui vous va vraiment. Et un 38 basket rouge avec la croix blanche. Ouais. Mais ça, c'est en même temps le faux hasard, vous savez bien. Évidemment, elle vous a sauté Jamais à l'œil, personne quoi. ne m'a cru, d'ailleurs. Jamais personne ne m'a cru. C'est devenu une image emblématique. On a dit, ah, quel génie de la com, cette MCR, elle sait faire ça mieux que personne. Hein. Mais ce n'était pas du tout une opération de communication, c'était vraiment une obligation. En tout cas, vous êtes élu au Conseil fédéral. Il y a une scène assez troublante. Vous dites, l'huissier vient vers vous, avant même que le décompte soit annoncé. Hein. Il vient vers vous et vous dit... Quoi, Madame la conseillère fédérale? Il m'a dit Madame la conseillère fédérale. Et là, tout d'un coup, le manteau de conseillère fédérale m'est tombé sur les épaules. Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? C'était un peu mitigé parce que j'étais dans la même salle que Ruth Luthi, qui était l'autre candidate au Conseil fédéral, une camarade socialiste qui perdait aussi en direct. On était les deux là. Et c'était une situation très difficile à gérer. En même temps, aller vers elle, en même temps se dire « mais je suis élue, c'est fini, c'est arrivé ». C'est une situation assez difficile. Mais en même temps, les moments les plus heureux de la fonction, parce que c'est entre le moment où vous êtes élu et celui où vous commencez vraiment à être actif, c'est là qu'est la période la plus heureuse. Les débuts, vous les racontez, des choses très surprenantes. Parfois, Colin Powell, le secrétaire d'État américain, il vous enseigne des choses. C'est une rencontre qui a compté pour vous. Oui. La façon d'être, la façon peut-être de saluer. Vous avez beaucoup appris de lui. J'avais très peur de rencontrer Colin Powell. D'abord, l'entretien était en anglais, une langue que je maîtrisais pas forcément très bien. Et puis, c'était quand même un personnage, représentait les États-Unis. Je me trouve face à lui. Je lui ai dit, écoutez, c'est ma première rencontre officielle. Il m'a dit, viens, je vais te montrer. Et il m'a expliqué comment faire face aux photographes, comment on faisait le serment de main. Il a été adorable. Tout ce que les Américains savent très bien faire, mais les oui, showman. Mais oui. Et alors, il a été vraiment adorable. Et le soir, dans une réception, il a traversé toute la salle pour venir m'embrasser, à la grande surprise de tout le monde. Les gens qui vous embrassent, ça compte. Hein. Kofi Annan, Colin Powell. Oui, ça compte dans la mesure où c'est une marque de gentillesse. Et ça compte. La séduction, je dis ça sans aucun machisme, vous êtes une femme dans un monde où il y avait beaucoup d'hommes. Ça vous arrivait d'être séduite? Non, c'est parfois un avantage parce qu'il y a des hommes qui vous considèrent d'une autre façon, qui sont peut-être plus avenants avec vous, moins durs, moins brutales. Vous en avez joué. Mais c'est aussi... on ne peut pas dire ça, peut-être pas consciemment. Mais c'est aussi un inconvénient. Hein. Ça peut être aussi un inconvénient si vous vous trouvez face à un président qui méprise ou dans la culture fait qu'il ne regarde pas les femmes en face ou il ne parle pas vraiment ou ne les prend pas vraiment au sérieux. Ça peut être vraiment un inconvénient. C'est la scène fameuse face à Kadhafi qui est presque dans l'insulte, hein, quand il dit vous venez de la partie romande, il faudrait disséquer la Suisse, il faudrait faire éclater la Suisse. Dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on ressent? Eh bien, on hésite entre se fâcher, mais après on se dit fais attention parce que là il y avait l'enjeu de ramener Max Goldie, donc il fallait rester raisonnable et ravaler sa colère. Mais là j'ai été sauvée par M. Berlusconi, qui s'est levé et qui a dit écoutez, la Suisse m'a accueilli pendant la guerre et la Suisse est un pays de paix, alors ne parlons pas comme ça de la Suisse, et ça c'est fini là. Comment est-ce que vous avez appris le métier? Alors, vous avez fait Sciences Po, vous avez toutes sortes d'expériences, vous n'êtes pas de zéro, mais quand même, quand on est ministre des Affaires étrangères, il y a beaucoup de choses à apprendre vite
Comment c'est entré? Eh ben, c'est une expérience de Sur terrain. le tas, ouais. Oui, sur le tas. Oui, bien sûr, on apprend. J'ai appris avec les autres. Mhm. J'ai appris à connaître les autres ministres. J'ai appris à connaître les intérêts des autres États. J'ai appris à faire avec. On apprend assez vite d'ailleurs, hein. On se rend assez vite compte que si vous arrivez face à un interlocuteur et que vous lui dites écoutez, vous faites tout faux, les règles de droit international, vous les respectez pas, moi je vais vous montrer comment on fait. La leçon de morale, ça fonctionne pas du tout. En général, il faut se mettre à la hauteur des gens et essayer de les comprendre. Vous racontez dans votre livre la violence des rapports de force politiques. Il y en a un où vous passez un peu rapidement parce qu'il y a une part de secret d'État, mais quand même, vous êtes convoqué un jour au Conseil fédéral, convoqué sans qu'on vous dise de quoi il s'agit. Et là, il y a quand même une inquiétude. Oui, il y a des moments difficiles parce que on est dans un gouvernement au plus haut niveau de l'État. Il y a des craintes. Bon, on est dans un système en Suisse où, vous savez, toutes les difficultés arrivent très très vite au Conseil fédéral, très très vite sur les personnes, sur les conseillers fédéraux et sur le Conseil fédéral. C'est l'avantage d'être petit, d'avoir des structures de décision qui sont assez directes, mais c'est en même temps un inconvénient parce que vous êtes très très vite touché. Et la crainte des conseillers fédéraux, c'est précisément celle-là. C'est que une activité à l'étranger ou une relation avec X, Y ou Z puisse avoir des conséquences sur le fonctionnement du Conseil fédéral. En l'occurrence, vous ne pouvez pas le dire, moi je peux le dire, il s'agissait de l'accusation de contact avec des organisations terroristes. Hein. Vous êtes quand même convoqué devant le Conseil fédéral. Vous en avez voulu après coup à vos collègues du Conseil fédéral de ne pas vous avoir tenu au courant de ça? J'en ai pas voulu, j'ai essayé de régler la situation. Hein? Voilà. Ça, on n'en veut pas. On est dans des relations de pouvoir et de rapport de force, donc on n'en veut pas aux gens. C'est le fonctionnement du système. Il y a des moments dans ces 9 ans de Conseil fédéral où on a voulu vous tuer politiquement. Vous avez ressenti ça nettement? J'ai eu ce sentiment, oui. Hein? J'ai eu À quel moment? notamment après l'affaire libyenne, Hein? après la sortie de Max Guldi et de M. Ramdani. J'ai vraiment eu le sentiment que là, on voulait trouver absolument une tête à abattre. Mhm. Oui. Là, il y a des moments de déprime? Non, pas de déprime. Non, pas C'est de pas votre déprime. genre? Non, c'est pas mon genre, absolument pas. Non, j'ai plutôt tendance au contraire, à me battre, Ouais. à dire non, puisque ça ne correspond pas, on ne va pas laisser faire. Quand on vous dit que vous aussi, vous avez le tempérament d'une tueuse, qu'est-ce que vous dites? J'ai pas ce sentiment-là. J'ai pas ce sentiment-là. Vous Non, êtes sûr? moi, je suis vraiment quelqu'un d'engagé. Je me suis engagée aux côtés des plus faibles, aux côtés de ceux qui sont dans le rapport de force défavorisé, que ce soit sur le plan international. Je me suis engagée pour promouvoir la paix, pour la compréhension, la tolérance entre les gens. Et j'ai toujours essayé d'aller droit devant, sans regarder trop ni à gauche ni à droite sur ceux qui m'en voulaient. Alors, Hein. il y a des moments, vous le racontez dans le livre, il y a des moments d'émotion qui sonnent très très justes et très forts, notamment sur les viols des femmes au Kivu et autres. Ouais. On y reviendra, mais vous savez, il y a aussi la part du passif, ce qu'on dit de vous, c'est-à-dire dure, pouvant être cassante, des collaborateurs. Vous me regardez d'un œil semi-noir. Vous étiez comme ça? Non, j'essayais de... Dur, non, je crois pas. J'ai toujours essayé d'entendre les arguments des autres et de les comprendre et pour éventuellement m'y rallier. Mais je dois dire franchement qu'il fallait qu'ils aient de bons arguments pour me convaincre. Les émotions vraies, effectivement, les viols au Kivu, par exemple, la condition des femmes, ça, on sent que c'est des choses qui vous ont vraiment touché. Au Kivu, c'était très très dur, oui, parce que ces femmes subissent des choses qui sont vraiment innommables. Et puis aussi dans les camps de réfugiés, le camp de Dadaab, où vous voyez ces images à la télévision tout le temps. Vous voyez les images de ces enfants qui ont 2-3 ans, qui ont l'air de bébés. Et puis c'est autre chose de voir ça à la télévision, et puis c'est autre chose de se retrouver. Là, j'ai pas pu rester. J'ai dû partir, je me trouvais mal. On pense... Des fois, on se dit, ces gens-là ne sentent pas comme nous, ils vivent une autre réalité, ils sont plus résistants. Non, c'est pas vrai, ils sont comme vous. Et alors, quand vous vous trouvez face à eux, vous avez le sentiment que voilà, c'est insupportable. Et surtout, vous êtes impuissant. Qu'est-ce que je peux faire face à cette femme et à ce bébé? Sauf apporter l'aide de la Suisse, mais c'est quelque chose qui reste quand même assez impersonnel. Il vous est arrivé de pleurer? Oui, dans des situations personnelles difficiles, oui. Oui, face à des situations comme celle-là, parce que c'est surtout le sentiment d'impuissance. Parce que vous êtes là et vous vous dites, mais je peux rien faire. Il y a un moment où vous avez pleuré presque en direct, c'était le retour des otages.
Là, évidemment, quand on est en mission, qu'un événement comme ça se passe, on est porté. C'était l'émotion au retour de Max Guldi, oui, parce que c'était une année et demie, voire un peu plus, de stress, de tension, de crainte pour la vie. Et quand on arrive à Zurich, à l'aéroport, où Max Guldi est accueilli par sa famille, par les gens de son entreprise, et tout d'un coup, vous avez une impression de soulagement. Et ça vous craquez pratiquement, oui. Tous ceux qui vous lisent disent bon livre, il y a une part personnelle, une part d'analyse politique, c'est très passionnant à lire. Il y a évidemment quelques semi-mensonges, tous les politiques en font. Par exemple, sur la concurrence avec M. Merz, là vous êtes très très prudente, vous niez complètement. Objectivement, il y a eu un moment où il y avait une forme de rivalité avec M. Merz, dans cette affaire notamment. Mais je ne crois pas, moi je décris ça comme une sorte de désespérance. On avait essayé la méthode des négociations bilatérales. Ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. On avait essayé la Russe, ça n'a pas marché. On avait essayé le comité mixte Libye avec des juristes, Libye-Suisse, ça n'a pas marché. La force militaire n'entrait pas en ligne de compte. Pendant ces moments, pardon, vous racontez comment le secret, il faut se tenir au secret. Vous dites souvent la presse imagine qu'on n'a pas mené telle action alors que vous l'avez déjà menée en secret. Oui. Là, vous avez dû tenir un certain nombre de secrets. Mais oui, parce que la vie des otages était en danger, donc on était en négociation. Donc on a eu une politique de communication assez fermée, peut-être à tort, je veux dire, peut-être à tort, parce que du côté libyen, au contraire, on utilisait cette... Mais c'était la crainte de... Chaque fois qu'on faisait quelque chose, on était dans une position très défavorable par rapport à la Libye, puisqu'on avait 2 personnes qui risquaient leur vie. Donc chaque fois qu'on faisait ou qu'on disait quelque chose, on avait peur pour eux. C'était vraiment très dur. La vie au Conseil fédéral, alors il y a ceux qui étaient plutôt des ennemis, plutôt des amis. On vous a beaucoup opposé à Pascal Couchepin au début, et puis on a un sentiment que c'est mieux allé ensuite. C'était comme ça. Mais les collègues du Conseil fédéral ne sont pas des ennemis. Ouais. Ce sont des collègues avec qui on travaille, qui ont leurs idées, leurs intérêts. Et toute la difficulté du Conseil fédéral, c'est de créer une dynamique de groupe qui fonctionne de façon positive. Et c'est difficile pour chacun. Qui étaient des amis? Qui étaient vraiment amis? Des amis, je dirais pas, mais des collègues, des bons collègues, oui. Et puis ça dépendait des sujets, ça dépendait de votre implication dans un sujet ou dans un autre. Vous racontez l'expérience d'une femme minoritaire, socialiste, dans un pays à majorité de droite, avec un gouvernement à majorité de droite. Est-ce qu'il y a des lobbies maintenant, rétrospectivement, où vous dites, voilà, en Suisse, quelques lobbies comptent vraiment, on ne peut pas les faire bouger. Il y a des lobbies comme ça? Moi, j'ai vécu, si vous voulez, des lobbies au plan international, ce qui n'est pas la même chose que les lobbies en politique intérieure. Moi, j'ai pas le lobby des pharmaciens ou le lobby de je sais pas, de la place financière. Vous parlez de celui des matières premières dans le livre. Vous dites quand même il y a des forces contre lesquelles... Oui, j'ai surtout vécu le lobby des États étrangers. Quand la Suisse prenait des positions qui n'étaient pas forcément alignées sur celles de grandes puissances, il y avait forcément une tentative de faire changer les orientations. La puissance américaine, vous l'avez affrontée à plusieurs reprises. Là, on est vraiment le petit contre le grand. Vous êtes cité dans les câbles de Wikileaks, on dit vous êtes une activiste qui critique les États-Unis. Vous avez été écoutée, évidemment. Par les États-Unis écouter par téléphone, oui, probablement, oui. Parce que nous avons des relations, malgré ce qu'on a pu dire, nous avions des relations très, très étroites avec les États-Unis du fait qu'on assurait un certain nombre de médiations qui les intéressaient. Entre l'Arménie et la Turquie, par exemple, qui est un exemple sur le dossier nucléaire iranien, par exemple. Et on était en contact très étroit avec les États-Unis, avec l'Union européenne. Bien là, vous évidemment, racontez des phénomènes bizarres, où au téléphone, vous entendez parfois des voix, des bruits, quelqu'un qui dit... Oui, ou des collègues qui me disent je téléphone, mais ça prend 30 secondes, le temps qu'on se fixe un rendez-vous, on ne se dit rien. Ou des collaborateurs qui avaient inventé des prête-noms et qui disaient le grand cousin m'a téléphoné, le petit cousin... Avec le secrétaire d'État, des codes, on les avait grands cousins codes, pour dire... pour finir, on ne savait plus qui était qui.
Le secret de la conversation, il existe ou c'est presque impossible? C'est difficile à tel point que on sortait. Je veux dire, on allait se promener à l'extérieur pour être sûr d'être Comme dans la guerre froide. entendu. Voilà. Vous avez vu le monde entier, les Kadhafi, les Poutine, Hillary Clinton, Colin Powell dont on parlait, tant d'autres. Le plus sympathique, c'était qui? J'ai eu très bon contact avec Hillary Clinton, Hein? qui m'a vraiment, la première fois que je l'ai rencontrée, c'était ici à Genève. La première fois que je l'ai rencontrée, elle m'a dit j'ai dit, je suis très heureuse de vous rencontrer. Elle m'a dit, c'est mon plaisir de vous rencontrer. Et moi, j'ai fondu. C'est une femme qui est vraiment très chaleureuse, qui sait parler, qui sait vous mettre à l'aise. Et j'avais de très bonnes relations avec elle, et qui en plus, partageait les mêmes orientations politiques que moi. Sarkozy, désagréable, il y a la scène fameuse où, pendant que vous parlez, il pianote sur son téléphone. Bon, Sarkozy était un personnage qui considérait la Suisse un peu comme un sous-traitant de la politique française, et ça avait l'air de pas du tout me plaire. Poutine, il y a eu un vrai dialogue avec Poutine, ça c'est Oui. une scène assez étonnante. Oui, il y a eu un vrai dialogue avec M. Poutine qui faisait un peu peur de le rencontrer au départ, parce qu'il avait été très dur avec M. Kouchpa l'année précédente. Et je me disais, oula, qu'est-ce que je vais faire s'il commence devant la presse à être désagréable avec la Suisse. Mais il a repéré en vous la dure, hein. Il s'est dit, on ça, est je du ne même, on est de la même farine. Non, ça, je ne sais pas. Mais toujours est-il que la Suisse défendait l'indépendance du Kosovo et la Russie avait une position opposée. Et moi, je suis venue pour lui expliquer notre position, et lui, il a défendu la sienne. Il a pris un bloc de papier, il a dessiné la région du Sud-Caucase, il m'a expliqué les enjeux géostratégiques vus par la Russie. Moi, j'argumentais en faveur de l'indépendance du Kosovo. Et ça, c'est une conversation qui a duré plus de 2 heures. Les convictions, vous les racontez dans ce livre, comment elles ont évolué aussi avec les années. Alors, femme féministe, toujours féministe, Oui. socialiste, genevoise, valaisanne, catholique, toujours catholique, Oui. toujours croyante. Oui. Donc, dans quel ordre vous les mettez, ces adjectifs? Mais j'aurais pas d'ordre à mettre parce que je suis comme la Suisse, je suis plurielle. Hein. Je veux dire, tout ça va ensemble, tout ça crée un individu. Sur certains grands dossiers, on vous sent parfois hésitante, mais comme peuvent être beaucoup de Suisses, sur l'adhésion à l'Union européenne. Il y a plusieurs pages où, au fond, vous y croyez, vous, à l'adhésion? Écoutez, dans mon livre, j'explique le choix. Ouais. Finalement, soit on est capable de mener une politique indépendante, une politique de neutralité active, basée sur nos atouts, une politique... Soit on se met sous le chapeau. Soit, et ça pour défendre la sécurité et le bien-être des Suisses, dans un monde interdépendant, globalisé, il faut... Aujourd'hui, le pouvoir change. Ça veut dire c'est plus... votre influence dans le monde n'est plus liée à la grandeur de votre armée, ou à la grandeur de votre économie, ou à la grandeur de votre population. C'est lié à votre capacité d'influence, à votre capacité à être vous-même, à défendre des objectifs clairs, à prendre position. Mais si vous deviez, voter demain pour ou contre l'adhésion à l'Union européenne, vous voteriez quoi? Je veux dire, d'abord, je ne vote pas demain, mais je vais vous expliquer le choix. Non, le choix est le suivant. Vous n'avez pas répondu. Oui, je vais vous répondre. Soit vous êtes capable de mener une politique, mais une telle politique, elle s'est heurtée en Suisse à très grosses réactions. Elle a suscité des polémiques. Par exemple, quand la Suisse a été médiateur dans le dossier nucléaire iranien, on a vu les polémiques que ça suscitait et les craintes. Alors, ce que je dis, c'est que si on ne peut pas ou on ne veut pas mener cette politique-là, parce qu'on estime que prendre la distance par rapport aux grandes puissances est trop risqué, alors moi je dis pour la sécurité et le bien-être des Suissaises et des Suisses, il faut songer à rentrer dans l'Union. Micheline Calmiret, vous aurez 70 ans l'an prochain. Je le dis parce que vous êtes... Vous croyez Non, je le dis parce que vous portez magnifiquement. Je sais, j'ai oublié que c'est vrai, ça avance. Il y a un côté très tenu chez vous, c'est vrai, c'est une discipline de vie. Non, je crois que c'est la passion de ce que je fais. Je crois que c'est ça surtout. Je mange mal, je fais pas de sport, mais je suis passionnée par ce que je fais. Il y a un moment, je crois que vous dites, rien ne m'a été donné. Il a fallu se battre toujours. Non, oui, tout. Il y a des gens qui pensent que ça a été facile, que tout vient, que tout... Bon, c'est vrai que je dis pas ou peu les difficultés, mais j'ai toujours dû beaucoup travailler, beaucoup. Pour faire ce que j'avais envie de faire, pour pouvoir que mes engagements prennent vie. Est-ce que ça endurcit?
Il faut faire attention. Non, je ne crois pas, parce que je suis toujours très étonnée quand je reçois des critiques ou des attaques. Ça me touche toujours. Alors je me dis, ça y est, tu vis toujours. Tu n'as pas la peau de crocodile. Il y a une vie affective chez vous. Elle transparaît un peu en public. Vous avez une fille qui devient très connue, c'est Alexandra Calmy. Vous avez un fils qui a d'ailleurs relu votre livre, mari, etc. Cette part, est-ce qu'il a fallu la sacrifier un peu, ça, la part privée? Je les ai vues moins. Par exemple, je n'ai pas vu grandir mes petites filles. Je les ai retrouvées, elles sont adolescentes maintenant. Ça, c'est quelque chose qu'on sacrifie, oui, bien sûr. Et toute la vie culturelle aussi est sacrifiée. Le cinéma, le concert, voilà. La chanson, vous y revenez, je crois que vous êtes dans un chœur. Vous adorez ça? Ah oui. Qu'est-ce que vous chantez maintenant? On prépare un concert pour le mois de mars. On va chanter Mendelssohn. On va chanter un jeune auteur vaudois qui s'appelle Villard, qui a fait un Magnificat pour notre chœur qu'on va chanter en création mondiale. On vous lira La Suisse que je souhaite aux éditions Favre. Il y a aussi une édition alémanique. Un mot sur cette photo. C'est une photo de notre confrère Paul Ronga, qui d'ailleurs avait été dans la série que nous avons publiée pour l'émission, pardonnez-moi. Pourquoi cette photo? C'est vous qui l'avez choisie. Il y a tellement de milliers de photos de vous. Pourquoi celle-ci vous a plu? C'est difficile à dire pourquoi quelque chose vous plaît. Mais celle-là, je l'ai trouvée sympathique. Alors, voilà. Vous avez tellement de sourires connu, ça c'est le sourire numéro je sais pas combien. C'est le bon sourire, ça? Non, mais mais c'est pas à prêter, quoi. Je veux dire, là vous êtes en train de dire que je suis en train de choisir dans mes numéros de sourire. Non. C'est naturel, quoi. J'aime bien les gens, moi. Et alors en général, quand on aime bien les gens, la politesse c'est de leur sourire, c'est pas de leur faire la tête. Merci Micheline Calmiret. Merci.